Merci. Merci pour l'invitation. D'autant plus que le contexte à la fois politique, académique, éditorial ne cesse de se dégrader. Et de cela témoigne, alors, d'une part, un certain nombre de mises en cause de l'institution universitaire et du CNRS, l'annulation du colloque qui devait avoir lieu au Collège de France à l'initiative d'un très grand spécialiste de l'histoire de la Palestine, ô combien connu en raison de ses travaux de Henri Laurence, et rappeler que cette annulation est liée à la dénonciation par la LICRA du colloque, et que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au lieu de défendre ce qui devrait être un de ses devoirs, fondamental parce que ça a à voir avec des libertés essentielles, au lieu de défendre la liberté académique, a fait droit, au fond, à cette demande. Sans doute ignorait-il qu'il n'y a pas de précédent sous la République d'un tel geste, et que pour remonter à une intervention des autorités politiques dans les initiatives prises par le Collège de France, il faut remonter à Napoléon III, qui n'est pas particulièrement connu pour être un grand défenseur des droits et des libertés démocratiques et de la République. Et celui qui en avait fait les frais à l'époque n'était autre que Ernest Renan, en raison d'un cours qu'il avait professé en partie au Collège de France et de l'ouvrage qu'il avait rédigé, qui s'appelle La vie de Jésus, et qui n'avait pas plu du tout, ni aux autorités religieuses, disons au pouvoir théologico-politique, ni à l'État. Et Ernest Renan avait été, je ne sais pas quelle était exactement l'expression, mais en tout cas il avait été mis à pied au Collège de France. Donc une absence d'intervention qui est, de ce point de vue-là, me semble-t-il, très significative. Involution également, là aussi, là encore, du champ médiatique et éditorial, avec une offensive croissante, d'une part des médias de Bolloré. Et ce qui est nouveau dans l'affaire Bolloré, c'est pas tellement que des milliardaires s'emparent de chaînes de télévision, de radio et de médias, et du premier groupe national d'édition, Hachette, qui, si ma mémoire ne me trahit pas, doit être le second groupe mondial. Ce qui est nouveau, c'est que Bolloré assume parfaitement de transformer les médias qu'il a acquis en chaîne de propagande continue au service de la croisade qu'il mène. Et il est maintenant rejoint par un autre milliardaire, également terriblement réactionnaire, Pierre-Édouard Stérin, qui investit lui aussi le champ politico-culturel sous des formes apparemment festives, mais qui entretiennent sans fin, là, le roman national républicain. Je pense en particulier, évidemment, au Puy du Fou, dont il faut rappeler qu'il a été initié par Philippe de Villiers et qui assume tout à fait publiquement de mener un combat, comme cela a été théorisé par l'extrême droite dans les années 1970, un combat métapolitique. L'objectif, à travers ce combat prétendument culturel, étant de conquérir progressivement un certain nombre d'intellectuels, un auditoire, et l'ensemble étant conçu comme préparatoire à la reconquête ou à la conquête du pouvoir politique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ensemble de cette constellation politico-médiatique ne cesse pour le moment de remporter des victoires significatives, qui sont autant de défaites pour nous, le nous étant un nous collectif. Alors, roman national républicain, parce que quand on travaille sur la question des racismes d'État et qu'on essaie
rendre compte d'un certain nombre de phénomènes en France en considérant qu'il est légitime de parler de racisme institutionnel, de racisme systémique et dans certains cas, y compris de racisme d'État. On se heurte dans le champ politique comme dans le champ académique. Alors dans le champ politique, il y a des réactions souvent très violentes où l'objectif n'est pas de débattre mais de polémiquer, c'est-à-dire c'est l'inverse du débat, c'est-à-dire de clore le débat par la stigmatisation de celles et ceux qui osent s'engager sur ce terrain, et dans le champ académique où les débats également sont extrêmement vifs. Globalement, les uns et les autres usent d'une rhétorique parfaitement convenue qui renvoie à ce que j'analyse dans l'ouvrage, La fabrique du roman national républicain, à ce que j'appelle la mythologie de l'exceptionnalisme français, qui elle-même débouche sur ce que j'appelle la mythologie immunitaire. Pour aller à l'essentiel, la majeure, pour le dire en ces termes du syllogisme, est le suivant. La France étant la fille aînée des Lumières, lesquelles sont, soit dit en passant, dans le roman national républicain, passablement hexagonalisées, pour le dire en ces termes, comme si les Lumières n'étaient que françaises, ce qui occulte le fait que les Lumières ont été un mouvement politique, philosophique et juridique qui est un mouvement parfaitement européen, contrairement à ce qui est souvent dit, et, y compris d'ailleurs dans les universités jusqu'à des dates relativement récentes. Et la France étant supposée être la fille aînée des Lumières, la fille aînée de la Révolution française, des déclarations des droits de l'homme et citoyens, et bien sûr de trois républiques, elle est supposée être une nation exceptionnelle en raison, alors là aussi ça fait partie de la grande mythologie nationale républicaine, en raison de son universalisme supposé, de sa fidélité à cet universalisme supposé, et plus généralement de sa fidélité aux principes républicains affichés au fronton des bâtiments publics, comme chacun le sait. Conséquence de cette majeure du syllogisme, la France serait immunisée, au fond presque philosophiquement, historiquement, politiquement et juridiquement, contre toute une série de mots, MAUX, des mots raciaux, éventuellement des mots sociaux, et des mots qui ont affecté un certain nombre de colonisateurs au moment de la course à l'Afrique après la conférence de Berlin en 1885. Et d'ailleurs, là aussi, quand on travaille sur la question coloniale, on se heurte là aussi, dès lors qu'on cherche à mettre au jour, contre la mythologie impériale républicaine, un certain nombre de réalités relatives aux modalités de la guerre de conquête, à partir des années 1840, et aux modalités de la guerre menée par l'armée française à partir du 1er novembre 1954, en essayant de montrer que dans les deux cas, les guerres qui ont été menées en Algérie ne sont pas et ne peuvent pas être pensées sous le terme général et beaucoup trop générique d'ailleurs de guerre, dans la mesure où le terme justement tend à occulter et à rendre invisible ce qui fait la singularité et de la guerre de conquête et de la dernière guerre menée à partir du 1er novembre 1954. Qu'est-ce que cela occulte ? Cela occulte ceci que, dans les deux cas, ces guerres doivent être pensées non pas comme des conflits interétatiques classiques, conventionnels, comme on le dit aujourd'hui, mais comme des conflits coloniaux qui prennent la forme d'une guerre totale. Qui prennent la forme d'une guerre totale parce qu'en effet, à la différence des conflits interétatiques, c'est vrai pour 1840 et 1er novembre 1954. Dans les deux cas, ce qui disparaît à l'occasion de ces conflits, c'est entre autres la distinction entre civils et militaires et le fait que ces civils sont, en raison du soutien réel ou supposé qu'ils apportent, ou qu'ils sont supposés apporter dans un premier temps à l'émir Abdelkader, dans un second aux combattants ou aux militants du FLN, ces civils se trouvent par là même considérés comme des cibles militaires. C'est pourquoi ils peuvent être arrêtés, torturés, exécutés sommairement, soumis à la disparition forcée, dont il faut rappeler que cette technique du terrorisme d'État a été massivement employée pendant la dernière guerre d'Algérie, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de la guerre contre-révolutionnaire, élaborée au lendemain de la défaite française en Indochine et à Dien Bien Phu en particulier, et élaborée précisément pour tenter de venir à bout de mouvements
nationalistes ayant recours aux armes pour arracher par la guerre l'indépendance qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir par d'autres moyens. Et c'est dans ce cadre-là, en effet, que les officiers supérieurs vont élaborer la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, considérer donc que les civils doivent être frappés. Et je rappelle que c'est non pas seulement celles et ceux qui sont suspectés d'être des soutiens du FLN, mais que la France a déplacé de force plus de 2,5 millions de civils algériens en vidant des zones entières de leurs occupants, de leurs habitants, l'objectif étant de priver le FLN de tout soutien et toute personne, armée ou non, présente dans cette zone après qu'elles aient été vidées de leurs habitants pouvait être immédiatement abattue parce que ceux-là ou celles-là étaient considérés comme des soutiens du terrorisme. Effondrement également, et c'est en partie lié au premier point, et effondrement également de la distinction entre sanctuaire et champ de bataille. L'objectif de cette distinction étant d'essayer, alors la protection n'est jamais absolue évidemment, mais au moins de circonscrire autant que possible les violences de guerre dans un espace relativement limité, le champ de bataille versus des sanctuaires qui traditionnellement, parce que c'est une coutume qui remonte assez loin dans l'histoire, sanctuaires qui traditionnellement étaient l'ensemble des lieux de culte, marchés, hôpitaux, mais hôpitaux au sens ancien du terme, c'est-à-dire hôpitaux où pouvaient se réfugier des mendiants, des populations vagabondes, mais aussi des populations civiles, hôpitaux qui, au regard des peu de développement de la médecine, pouvaient accueillir, mais fort peu soigner. Et plus tard, les sanctuaires concernent évidemment aussi écoles, bien sûr, et toute installation de type médical ou paramédical, hôpitaux, et toute installation mise en place par des ONG pouvant agir pour des organismes internationaux, aujourd'hui dans le cadre de l'ONU. La conséquence étant que dès lors que cette distinction s'effondre, on assiste potentiellement à une militarisation complète de l'espace, qui s'est traduite, cette militarisation, pendant la guerre de conquête, par la destruction, je vais dire, pierre à pierre, parfois d'oasis, de villes et de bourgades entières, au motif, comme l'avait très bien écrit Alexis de Tocqueville, dans un texte célèbre sur la conquête de l'Algérie, Tocqueville écrivant à peu près ceci: nous ne devons laisser aucune ville dans les territoires conquis par l'émir Abdelkader. Et Tocqueville, comme les officiers supérieurs de l'armée d'Afrique, est parfaitement conscient que pour atteindre la puissance à la fois politique, militaire et religieuse de l'émir Abdelkader, il ne faut pas simplement combattre ses troupes, il faut anéantir d'une part une partie des populations qui le soutiennent et d'autre part effectivement anéantir dans certains cas complètement villages, bourgades et villes qui étaient évidemment essentiels pour les troupes de l'émir. C'est dans ce contexte-là que surgit ce que j'appelle la mythologie impériale républicaine, et elle surgit à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Son auteur principal est évidemment, si je puis dire, Jules Ferry, dans un débat célébrissime de l'été 1885, dans lequel Jules Ferry déclare ceci, que le devoir des races supérieures, c'est de civiliser les races inférieures. Alors ce discours est évidemment souvent, à juste titre, analysé comme un discours de légitimation de la colonisation qui va débuter, puisque nous sommes en 1885, quasiment au lendemain de la conférence de Berlin. Ce discours doit aussi être analysé comme l'expression très synthétique de ce qu'il faut bien appeler un racisme républicain. Et ce type de discours va prospérer sous la Troisième République dans la mesure où l'objectif poursuivi par les républicains est de faire croire et entendre ceci, que la colonisation étant menée par la République, elle se distingue évidemment des colonisations menées antérieurement par la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et on assiste, fin 19e, début 20e, à cette opposition de plus en plus élaborée, construite et durcie, entre la colonisation française réputée être portée par un souci de civilisation des races et des peuples inférieurs, versus la conquête, les conquêtes espagnoles
et britannique, qui serait, elle, caractérisée par l'extraordinaire violence de la conquête coloniale. Et ce qui est évidemment ressassé très souvent, c'est évidemment la conquête par les troupes espagnoles de ce qui deviendra plus tard le Mexique. Et relativement aux Britanniques, entre autres la colonisation de l'Inde, mais pas uniquement, cela peut aussi renvoyer à la colonisation partielle, au moment où elle est menée, évidemment, de ce qui deviendra plus tard les États-Unis, ce qui était à l'époque caractérisé comme Amérique. Et donc, on assiste très vite à la construction de ce roman impérial républicain par les élites politiques universitaires de la Troisième République, et on retrouve évidemment l'essentiel de ce roman impérial républicain dans la plupart des grands manuels de la Troisième République. Alors, c'est le cas de deux manuels essentiels. Alors, l'un qui n'est plus en usage maintenant depuis très longtemps, mais qui est un manuel qui, excusez du peu, a été tiré à 7 millions d'exemplaires avant la Première Guerre mondiale. C'est donc un manuel essentiel et qui permet de vous mesurer en partie, mais de façon très significative, la façon dont ce discours impérial républicain et le roman national républicain a été diffusé par la grâce de l'école laïque publique et obligatoire. Ce manuel a été écrit par une écrivaine, mais qui prend un pseudonyme, celui de Giordano Bruno, et qui conçoit d'emblée ce manuel comme devant s'adresser à de très jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle il est très novateur dans le contexte éditorial de l'époque, d'une part parce qu'il prend justement la forme d'un récit par deux enfants, d'un voyage en France, ce qui permet à ce manuel d'être extraordinairement pédagogique, parce que ce sont ces enfants qui racontent leur voyage en France et qui, se déplaçant dans les différentes régions de France, font découvrir aux écoliers, bien sûr, les extraordinaires beautés de cette admirable France, construite par le dur labeur de ses paysans et de ses artisans. Et chaque déplacement dans différentes régions est aussi l'occasion de mettre en lumière les grands hommes qui ont construit cet admirable pays et cette admirable république. Et donc de nourrir ce roman national républicain, de le peupler d'un panthéon national républicain dans lequel on trouve pêle-mêle, si je puis dire, Napoléon, entre autres cités pour le Code civil, antérieurement, comment s'appelle-t-il, celui dont la statue trône encore aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et qui porte la responsabilité politique de l'élaboration du Code noir en 1685. Je ne connais que lui, ou presque que lui. Bref, Colbert, bien sûr. Et Colbert est intégré au roman national républicain au motif qu'il est d'une part à l'origine du développement économique et social de la France, supposément avoir profité à la paysannerie et aux artisans, et parce que Giordano Bruno, cette femme, lui fait dire qu'il s'est opposé au monarque absolu de Louis XIV, notamment en matière d'impôts. Et bien sûr, dans un panthéon qui est d'abord et avant tout principalement masculin, Giordano Bruno, comme ses contemporains, républicanise Jeanne d'Arc, qui est intégrée au panthéon national républicain, au motif que désormais Jeanne d'Arc est pensée non pas comme défendant un parti du royaume, mais Jeanne d'Arc est pensée désormais comme défendant la France, défendant la liberté des Français, défendant l'indépendance nationale et la souveraineté face à ces maudits Anglais qui ont été pendant très longtemps effectivement maudits pour les raisons que l'on sait. Manuel donc très important qui intègre le roman impérial républicain, de même l'autre manuel, et alors lui qui a perduré beaucoup plus longtemps, qui est le manuel de Mallet et Isaac, qui couvre toute la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième, puisque je rappelle que le manuel de Mallet et Isaac a été utilisé dans les lycées français, collèges et lycées français, quasiment jusqu'en 1962, réédité il n'y a pas si longtemps de cela par les éditions Hachette, avant qu'elles ne soient rachetées par Bolloré, sans aucune mention et appareil critique, le manuel étant présenté comme, je cite, alors pas forcément sans respecter forcément la lettre, mais au moins l'esprit, ce manuel étant présenté comme une sorte de monument
de l'histoire nationale, alors que pour nombre de ces éléments et de ces pages, il entretient sans fin le grand mythe national républicain et notamment le grand mythe impérial républicain et entre autres aussi cette grande mythologie immunitaire. Alors ce roman national républicain est motivé par ceux qui l'élaborent, par ceux qui vont le diffuser, est motivé par deux événements catastrophiques de la fin du Second Empire et de la Troisième République, et du début de la Troisième République, évidemment. Ces deux événements catastrophiques, qui ont un rapport évidemment l'un avec l'autre, c'est d'abord la défaite des armées françaises devant les armées prussiennes et l'amputation du territoire national qui en a résulté, la perte de l'Alsace et la Lorraine, perçue comme un événement absolument sans précédent, comme une défaite à la fois politique, militaire, défaite des élites également, qui va être interprétée par nombre de contemporains comme le risque ou comme les premiers symptômes d'un possible et catastrophique déclin si rien n'est fait pour rétablir la France comme grande puissance européenne et mondiale. Et le second événement cataclysmique, c'est évidemment la Commune de Paris, qui pour beaucoup de contemporains est évidemment pensé comme un événement catastrophique parce que pour la première fois, des artisans, des ouvriers socialistes et communistes, supposés tels, et anarchistes prennent le pouvoir dans la capitale, et pour les contemporains, cela réactive de façon évidemment pour eux terrible le spectre de la sociale, c'est-à-dire le spectre de la révolution, qui pour ces contemporains n'est pas un spectre évanescent et lointain, mais un spectre tout à fait présent. Rappelez que les fondateurs de la Troisième République sont des hommes qui, pour certains d'entre eux, et pour les premiers fondateurs c'est le cas, ont connu en l'espace de à peine plus de 25 ans, moins de 25 ans, ont connu 3 régimes politiques, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième, et ont connu 3 révolutions, février 1848, juin 1848, la Commune de Paris, et donc aussi 3 guerres civiles. Et donc se pose à eux un problème évident, c'est comment, sur les décombres de la Commune de Paris, arriver à refaire un corps national, politique, unifié, symbolique, et au-delà de cela, comment arriver enfin à réconcilier classe pauvre et dangereuse avec la République, dans la mesure là aussi, contre la grande mythologie nationale républicaine, cette République, la Troisième et précédemment la Seconde, se sont en partie construites, et relativement à la Seconde en juin 1848, en écrasant ouvriers et artisans mobilisés pour défendre leurs revendications. Et les contemporains partagent le constat fait par Émile Zola dans un ouvrage qui s'appelle La débâcle, qui est en fait un roman assurément, donc qui relève du champ littéraire, mais qui ne peut pas relever uniquement du champ littéraire dans la mesure où c'est une extraordinaire investigation, à la fois évidemment romanesque, mais politique, historique et militaire, sur la débâcle. Et ce roman s'achève évidemment sur la Commune de Paris. Et dans la dernière page du roman d'Émile Zola, Zola finit ainsi en disant en prenant acte de la situation, il la résume par ces 2 termes, un amas de désastres, à la fois nationaux et internationaux, et il dit, tirant la conclusion du constat qui vient d'être fait, il dit « toute une France à refaire ». Et effectivement, les contemporains, quel que soit leur bord politique, sont d'accord sur le constat, mais ils ne sont évidemment pas d'accord sur les solutions pour refaire cette France, même s'ils considèrent effectivement que c'est un impératif catégorique, à la fois politique et social. Et parmi les éléments pour refaire cette France, il y a donc la construction de ce roman national républicain qui cherche à... dont l'un des objectifs, et un objectif très important, est d'essayer d'intégrer enfin les classes pauvres et dangereuses, ce qui jusqu'à présent n'avait pas été le cas.
dans la mesure où ces classes pauvres et dangereuses sont pensées comme responsables de l'insurrection de juin 1948, pensées comme évidemment aussi responsables de la Commune de Paris, et leur dangerosité n'est pas simplement une dangerosité sociale et politique, leur dangerosité est aussi une dangerosité morale. On leur impute des mœurs volages et une dangerosité aussi en partie sanitaire, dans la mesure où ces classes pauvres et dangereuses propagent une maladie qui est catastrophique à la fin du 19e et d'autant plus catastrophique à la fin du 19e qu'on n'a évidemment pas les moyens de la soigner, qui est la maladie des pauvres, c'est-à-dire la tuberculose. Et d'autre part, en raison des mœurs volages qu'on leur impute, ces classes pauvres sont aussi jugées responsables de la dissémination des maladies vénériennes qui sont supposées porter atteinte là à l'intégrité physique et morale de la population. Et pour le dire en ces termes, ces classes pauvres et dangereuses jusqu'à présent sont pensées comme étant dans la nation, mais dans les marges sociales, politiques et symboliques de la nation, et l'objectif étant de faire en sorte que ces classes pauvres et dangereuses deviennent véritablement de la nation. Et pour les intégrer, il faut réaliser un tour de force qui va prendre effectivement pas mal de temps, mais dont les contemporains estiment qu'il est absolument essentiel. Il faut arriver à donner de la France et de la République une image remarquable et faire de la France et de la République, donner de la France et de la République une image qui puisse être aimée. Et aimée, entre autres, par ces classes pauvres et dangereuses. Et de ce point de vue-là, le roman national républicain fonctionne effectivement comme un extraordinaire discours, et c'est en ces termes d'ailleurs qu'il est en partie conçu, comme un extraordinaire discours de moralisation, et le terme est employé comme ça, non seulement un discours de moralisation, mais un discours de civilisation des classes pauvres et dangereuses. Et l'un des rôles qui va être assigné à l'école publique laïque obligatoire, c'est entre autres effectivement, au-delà de l'instruction, l'objectif étant effectivement de civiliser et de moraliser ces classes pauvres et dangereuses. Et cela passe notamment par, d'une part, la construction d'une image de cette France et de cette République forcément admirable, et qui étant forcément admirable doit être aimée. Et cela fait partie, d'une part, des missions assignées à l'histoire, mais qui se transforment en fait en un roman, en une mythologie historique. Cela fait partie donc des missions assignées à l'histoire, et cela fait aussi partie des missions assignées à l'école publique, laïque et obligatoire. Cette hantise de la sociale est aussi en partie à l'origine de la conquête coloniale, puisque Ernest Renan, déjà cité, a cette phrase célèbre dans un ouvrage également célèbre à l'époque. Je rappelle que Ernest Renan, quand il écrit de la réforme politique et morale de la France, est le texte beaucoup plus connu, parce qu'il est encore abondamment sollicité aujourd'hui, et abondamment sollicité dans le cadre du roman national républicain, qui est ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», texte célébrissime parce qu'il est pensé comme étant l'expression de la conception française de la nation, versus la conception allemande de la nation. Et Ernest Renan, dans la réforme intellectuelle et morale de la France, écrit ceci: « Une nation qui ne colonise pas est inéluctablement vouée au socialisme ». Et l'un des objectifs poursuivis par Renan, et là il va être tout à fait écouté par ses contemporains, est, par la construction de l'Empire, chercher effectivement à intégrer ou contribuer à la résolution de la question sociale par l'exportation de gré ou de force d'une partie des classes pauvres et dangereuses. De gré, lorsque par exemple la République va offrir, et là le terme est utilisé à dessein, va offrir aux Alsaciens et aux Lorrains qui refusent de rester en Alsace et Lorraine parce qu'ils refusent de vivre sous le joug de l'ennemi et qui rentrent sur le territoire national et optent pour la nationalité française, une partie de ces Alsaciens et Lorrains vont se voir offert effectivement par la Troisième République la possibilité de s'installer en Algérie, l'État français prenant à sa charge
les frais de transport, les frais d'installation, et offrant à cela une partie des terres qui ont été spoliées dans le cadre des sanctions collectives imposées aux tribus kabyles au lendemain du rétablissement de l'ordre colonial consécutivement à l'insurrection kabyle de 1871. De force, parce que la République a également exporté, si j'ose dire, dans ses colonies, un peu en Algérie, mais beaucoup plus en Nouvelle-Calédonie, une partie des communards qui n'ont pas été exécutés sommairement et fusillés lors de la reconquête de Paris par les Versaillais. Et cette thèse de la coloniale contre la sociale, pour en dire ainsi, est également partagée par Victor Hugo, qui, dans un discours célèbre prononcé à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, en présence de Victor Schœlcher, évidemment, Victor Hugo prononce un discours qui s'appelle, dont le titre est Discours sur l'Afrique, et qui est un discours alors sous la forme admirable, parce qu'avec la verve hugolienne qu'on le connaît, sur le fond qui est un discours impérial républicain, j'allais dire très classique, mais pas si classique que cela, Victor Hugo présentant l'Afrique comme une terre, j'allais dire, sans peuple, pour un peuple sans terre, les futurs colons français, et Victor Hugo ayant cette formule extraordinaire, transformons nos prolétaires en propriétaires. Et on voit là comment, là aussi, Victor Hugo articule de façon très étroite la question coloniale à la question sociale, parce que Victor Hugo est convaincu que, effectivement, les prolétaires devenant des propriétaires dans les colonies, grâce à la République, ces prolétaires seront, un, changeront de conditions sociales, et deux, seront évidemment éternellement reconnaissants à cette très glorieuse République impériale de leur avoir permis, justement, d'échapper à leurs conditions de prolétaires, d'échapper à la dureté de cette condition et de s'élever dans la hiérarchie sociale en devenant donc des propriétaires et en apportant leur contribution, ce faisant à la construction de l'empire colonial. Alors, ce roman national républicain, contrairement à ce qui a été souvent écrit et beaucoup dit, parce que ça a été souvent écrit, n'a pas été seulement rédigé par des historiens, même si la plupart des historiens de la Troisième République y ont abondamment contribué. Ce roman national républicain a en fait impliqué la majorité des élites, alors politiques évidemment, mais aussi la majorité des élites universitaires de la Troisième République. Cela concerne de très grands philosophes, notamment Henri Bergson, dont il faut rappeler qu'il est professeur au Collège de France, comme Renan, qu'il est membre de l'Académie française, comme Renan, et qu'il est prix Nobel de littérature. Donc c'est quelqu'un qui, dans le champ politico-académique universitaire de la Troisième République, occupe des positions ô combien éminentes, et faute, lors de la Première Guerre mondiale, de pouvoir combattre, en raison de son âge, il décide d'investir le champ philosophique, qui est évidemment son domaine. Et Bergson écrit un texte qui relève absolument de la mythologie nationale républicaine, l'objectif de Bergson étant de montrer que depuis Descartes et les Lumières, la philosophie française est évidemment supérieure à la philosophie allemande. Laquelle philosophie allemande serait au fond, estime-t-il, c'est vrai pour Kant et Hegel, des sous-produits de la philosophie française, et cela permet d'entretenir là aussi et là encore la thèse de l'exceptionnalisme français en un domaine qui peut paraître très spécialisé mais qui est essentiel sur le plan à la fois politique, symbolique et philosophique bien sûr, celle de la supériorité de la philosophie française. Et Bergson a joué un rôle aussi très important dans ce qu'on pourrait appeler au fond la nationalisation des Lumières, c'est-à-dire la croyance que les Lumières sont d'abord et avant tout françaises, alors que les Lumières sont évidemment aussi allemandes, les Lumières sont aussi anglaises, les Lumières sont aussi écossaises, les Lumières sont aussi italiennes. Texte célèbre, qui est un texte à la fois philosophique, juridique et politique, de Cesare, son nom m'échappe, auteur célébrissime qui a écrit ce livre qui s'appelle Des délices et des peines, qui est
un texte abondamment cité par Michel Foucault, parce que ce texte est au fond, pose les principes du droit pénal moderne. Roman national auquel les géographes aussi ont apporté leur contribution. On savait que la géographie servait à faire la guerre. On découvre là que la géographie sert aussi à alimenter le roman national républicain. C'est le cas d'un géographe qui est aujourd'hui tout à fait méconnu, qui s'appelle Onésime Reclus, qui est le frère d'un autre géographe qui lui est plus connu, mais qui est plutôt anarchiste. Pardon ? Élisée Reclus, absolument, qui ont pris des voies politiques et, si je puis dire, académiques différentes, dans la mesure où Élisée Reclus n'abonde pas tellement et n'écrit pas pour alimenter le roman national républicain, alors que Onésime, lui, écrit effectivement pour alimenter le roman national républicain, et il se livre à des ouvrages, il publie plusieurs ouvrages absolument apologétiques sur les beautés des paysages français, sur le dur labeur des paysans, qui ont permis de faire de la France le plus grand grenier de l'Europe, où l'on peut déguster les meilleures nourritures et bien sûr les meilleurs vins. Et il contribue là aussi à alimenter le grand mythe national républicain sur l'excellence des produits du terroir et bien sûr l'excellence de la cuisine hexagonale. On y trouve également le père fondateur de la discipline à laquelle je suis supposé appartenir, mais on est responsable de ses amis, pas de ses ancêtres. Celui-là s'appelle André Siegfried, professeur au Collège de France, l'un des piliers de l'école libre des sciences politiques et qui devient après la guerre sciences politiques, l'école de sciences politiques, qui a occupé lui aussi des positions académiques et universitaires très importantes, puisque lui aussi était élu à l'Académie française, et qu'au fond, il a dirigé les sciences politiques françaises jusqu'à sa disparition dans les années 50-60. André Siegfried n'a cessé tout au long de l'essentiel de sa carrière, puisque c'est comme ça qu'il écrit, c'est comme ça que ses livres sont publiés, y compris après la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne laisse pas d'étonner, n'a cessé de sonder l'âme des peuples, pour comparer cette âme des peuples à l'âme française, et bien sûr, dans cette comparaison, mettre au jour les éléments constitutifs du génie national. Et là aussi, et là encore, mettre en avant ce que j'appelle donc l'exceptionnalisme français, qui se mesure non pas seulement à travers les supposées beautés de la colonisation, mais se mesure aussi à travers l'extraordinaire rayonnement de la France, rayonnement politique, rayonnement juridique, entre autres à travers le Code civil, rayonnement philosophique, rayonnement littéraire, et rayonnement linguistique aussi, puisque, et on en retrouve encore les traces bien sûr aujourd'hui, les hommes de la Troisième République vont se fixer comme tâche, alors penser comme fondamental pour la construction d'un corps national unifié, vont se fixer comme tâche la nationalisation du français. Et rappelez que lors des débuts de la Troisième République, le français n'est pas encore une langue nationale. Jusqu'en 1914, on parle encore, je laisse de côté les patois, on parle encore environ 5 langues sur le territoire national, et les républicains vont assigner, entre autres à l'école publique laïque et obligatoire, la nationalisation du français en s'appuyant notamment sur deux, et plus particulièrement un rapport très célèbre de l'abbé Grégoire sur les langues nationales, qui est un rapport élaboré pendant la Révolution française, où l'abbé Grégoire se livre à une hiérarchisation à la fois civilisationnelle et politique des langues, et place au sommet des hiérarchies des langues et des civilisations, évidemment le français, étant pensé comme la langue des Lumières, la langue de la raison, et bien sûr la langue de l'émancipation, versus l'allemand, l'anglais, l'espagnol, réputé être la langue d'une part des conquérants et de la très sainte Inquisition. Tout mythe national-républicain qu'on retrouve encore aujourd'hui d'une part par les élites politiques, c'est la raison pour laquelle cet ouvrage n'est pas simplement
un ouvrage consacré aux origines du roman national républicain. Il s'agissait pour moi aussi d'en analyser les mutations et d'en analyser également les transformations et les usages qui en sont faits aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il commence le livre par l'analyse d'un discours d'Emmanuel Macron dont le titre était officiel ou officieux, enfin en tout cas si ce n'est le titre, c'est le contenu du discours qui est consacré au réarmement de la France, réarmement économique, réarmement politique, réarmement civique, et où Emmanuel Macron puise abondamment dans, non pas seulement dans la mythologie impériale républicaine forgée sous la Troisième République, mais cite de façon tout à fait explicite cette Troisième République. Réactivation de ce roman national républicain, également sous la plume d'historiens académiciens. Je pense en particulier à Pierre Nora, qui relativement récemment a repris ce grand mythe impérial républicain, selon lequel ce qui est à l'origine de la construction de l'Empire français, c'est bien sûr l'universalisme à la française, et on retrouve cela également sous la plume d'un autre historien, Jean-Pierre Rioux, et c'est entre autres la défense de ce roman national et impérial républicain qui est à l'origine de ce qui a conduit à la sanction infligée à Jean-Michel Apathy et qui est à l'origine donc de cet autre livre, Oradours coloniaux français contre le roman national. Le point de départ étant l'affaire Apathy, qui est en fait, faut-il le rappeler, la construction politico-médiatique d'un scandale forgé par ces chaînes de propagande continue que sont CNews et les médias de Bolloré, et par leurs mercenaires fidèles Pascal Praud et Cyril Hanouna, soutenus par les républicains radicalisés et par les extrêmes droites, et qui a débouché effectivement sur la mise à pied par RTL de Jean-Michel Apathy. Et ce qui m'intéressait dans cet événement parfaitement construit, c'est de constater au fond ceci, que, hélas, il n'est pas nécessaire de traverser l'Atlantique pour voir triompher, non pas ce qui est, à mon avis, l'expression me paraît fausse, voir triompher non pas des post-vérités, parce que ce qui triomphe aux États-Unis et aujourd'hui, ce ne sont pas des post-vérités, ce sont des contre-vérités. Et voir donc triompher ces contre-vérités, et il est tout à fait frappant et sinistre de constater, en effet, que nous sommes dans une situation où des contre-vérités, dont il est possible de dire qu'elles sont des contre-vérités, l'emportent effectivement sur tous les ouvrages élaborés, entre autres sur la question coloniale, que ce soit par des chercheurs, des universitaires français et étrangers, quelle que soit la discipline à laquelle ils appartiennent. Et effectivement, mon objectif était, au-delà de l'affaire Apathy, d'une part de montrer en quoi cette affaire, me semble-t-il, témoigne, là aussi et là encore, d'une évolution spectaculaire de la situation politique et académique, et de montrer en quoi, effectivement, il est parfaitement légitime de considérer que la France, en 1840 et lors de la guerre d'Algérie, a effectivement commis des oradours coloniaux. Et contre les vociférations des incultes médiatiques et politiques, montrer que la référence aux Oradours, à Oradour et à la Gestapo française sont des références qui surgissent très vite après 1945, à ce point vite d'ailleurs qu'un des premiers à faire référence à Oradour est un député du Parti communiste algérien en décembre 1945, et s'il le fait en décembre 1945, c'est évidemment parce que, à la suite des massacres de Seti Galma et Khairata à partir du 8 mai 1945, ce député intervient à la Chambre pour estimer que ce qui a été perpétré à partir du 8 mai 1945 a à voir avec les techniques de terreur employées par la division d'Achraj à Oradour. Et après le début de la dernière guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, Claude Bourdet, compagnon de la Libération,
dirigeant du groupe Combat, qui représente ce groupe dans les instances nationales de la libération, qui n'est donc pas un second couteau de la résistance, publie en 1955 dans l'hebdomadaire qu'il a fondé, qui s'appelle France Observateur, qui va devenir plus tard le Nouvel Observateur, publie effectivement un article dans lequel il parle, relativement aux pratiques de l'armée française en Algérie, de Gestapo française. Paul Tedjen, ancien résistant, déporté à Dachau après avoir été torturé par la Gestapo à Nancy, secrétaire général de la préfecture d'Alger, qui constate que, effectivement, les prisonniers qu'il visite parfois ont été torturés et qui constate la multiplication des disparitions forcées. Donc, je rappelle incidemment que la disparition forcée est aujourd'hui considérée comme un crime contre l'humanité et qu'on doit cette qualification à un très grand juriste aujourd'hui disparu qui n'était autre que Louis Joinet, qui a effectivement bataillé longtemps pour faire en sorte que la disparition forcée soit considérée comme un crime contre l'humanité, ce qui est aujourd'hui effectivement le cas. Et Paul Tedjen, dans la lettre de démission qu'il adresse au ministre résident, fait explicitement référence au sévice qu'il a subi et dit que, pour motiver sa démission, qu'il constate que ce qu'il a subi est aujourd'hui appliqué aux prisonniers français, algériens. Et enfin, et à dire vrai, j'ai été assez surpris de trouver un article de celui-là. Celui-là n'est autre que Hubert Beuve-Méry, directeur du journal Le Monde, dont on aura du mal à nous faire croire qu'il est un journaliste islamo-gauchiste à l'époque. Hubert Beuve-Méry, résistant également, et qui écrit un éditorial où il n'engage pas seulement sa personne, et il sait pertinemment qu'il n'engage pas uniquement sa personne, mais qu'il engage son journal, son crédit de journaliste, de directeur et le crédit de ce journal, et il fait lui aussi référence à des orateurs coloniaux et à la Gestapo française. Et je finirai sur ce point, rappeler qu'à l'occasion des massacres du 17 octobre 1961, des techniques employées par les policiers agissant sous les ordres de Maurice Papon, qui sont des techniques d'ailleurs importées de la guerre contre-révolutionnaire, pratiquées encore évidemment en Algérie à la même époque, que Pierre Vidal-Naquet et quelques autres, dans un numéro spécial de Vérité et Liberté, qui est une publication dirigée entre autres par Pierre Vidal-Naquet, qui est une publication de novembre 1961. Ceux qui ont contribué à cette publication font effectivement référence aux techniques employées par l'armée allemande, aux techniques des rafles employées par le régime de Vichy. Donc tout ceci pour montrer que, contrairement à ce qui a été dit, cette référence aux Oradours et à la Gestapo française sont communes à l'époque et elles n'ont évidemment pas pour objectif de minorer si peu que ce soit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et évidemment le crime de génocide commis par l'Allemagne nazie. Et elles ont principalement évidemment aussi pour objectif de dénoncer ces crimes, les crimes coloniaux commis par la France, considérés justement comme d'autant plus inacceptables que le régime qui commet ces crimes n'est pas un régime dictatorial, n'est pas un régime totalitaire, mais une république et qui, en les commettant, évidemment, viole ces principes fondamentaux qui devraient néanmoins la guider. Et ceux qui font référence à cela se pensent effectivement à la fois comme les défenseurs des principes de la République, mais aussi comme les défenseurs d'un droit fondamental, bien sûr, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vous remercie. Alors je crois, hélas, qu'ils ont réussi depuis longtemps. Je faisais tout à l'heure allusion, sans doute pas trop rapidement, à ce combat métapolitique. Ce combat métapolitique a été théorisé au mi-temps des années 1970 par Alain de Benoît, dirigeant et grand intellectuel du GRES, qui reprend à son compte un certain nombre, en tout cas utilise en partie un certain nombre de thèses développées par Gramsci pour considérer en effet que ce combat métapolitique
dans un contexte, faut-il le rappeler, où l'extrême droite, dans les années 1970, est extrêmement minoritaire. Elle a tenu un meeting en 1973 à la Mutualité, mais qui s'est mal terminé. Le Front National, dont la date de création exacte m'échappe, mais est dans les marges de la vie politique. À ce point d'ailleurs, faut-il le rappeler qu'en 1981, Jean-Marie Le Pen ne parvient même pas à réunir les 500 signatures indispensables pour être candidat aux élections présidentielles. Et donc quand Alain de Benoît théorise le combat métapolitique, il le fait dans une situation où l'extrême droite politique est extrêmement minoritaire. Et l'objectif poursuivi par Alain de Benoît, c'est d'essayer de faire en sorte, par ce combat métapolitique, de desserrer les taux qui pèsent effectivement sur l'extrême droite et le Front National à l'époque. Et pour le desserrer, il estime que l'un des combats essentiels doit être mené, entre autres, sur le terrain politico-culturel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, alors là, je m'inclus dans le « nous », je pense que nous avons été par trop négligents en considérant qu'il s'agissait d'une sorte de combat un peu folklorique et sans incidence. Et en fait, ce combat n'a pas été ni folklorique ni sans incidence parce qu'effectivement, il a joué un rôle fondamental dans la progression politique, idéologique du rassemblement, du Front National d'abord, du Rassemblement National ensuite, qui a réussi effectivement à progressivement agréger, alors comme on disait à propos d'une autre organisation politique, des compagnons de route qui, sans être formellement au Front ou au Rassemblement National après, sont d'autant plus précieux pour le Rassemblement National, si je puis dire, que justement, ils ne sont pas encartés au Rassemblement, qu'ils apparaissent comme des personnalités prétendument indépendantes, mais qui, sous couvert d'indépendance, contribuent évidemment, et avec une remarquable puissance, politique, médiatique et éditoriale, contribue évidemment à la banalisation, la diffusion des thèses défendues par le Front et le Rassemblement National aujourd'hui. Philippe de Villiers étant une des figures, mais après tout, on pourrait dire cela aussi de Michel Onfray, on pourrait dire cela maintenant, et là maintenant l'involution est à la fois, on la voyait se multiplier sur un certain nombre de terrains, notamment sur ce qu'il est convenu d'appeler les terrains régaliens, et maintenant la bascule est ouverte et parfaitement assumée. Laurent Wauquiez est prêt à faire une sorte d'union des droites qui va des Républicains jusqu'à Reconquête, c'est dire si les supposées digues dont on nous rebat les oreilles du matin au soir, du soir au matin, ont complètement disparu. Et elles ne sont pas tombées, ils les ont fait tomber. Elles ne sont pas tombées de façon naturelle. Et Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à sortir un ouvrage évidemment magistral qui va rester dans les annales de la littérature française évidemment, puisqu'il va être publié par les éditions Fayard, qui sont maintenant des officines au service de la bataille politico-culturelle et civilisationnelle de Bolloré. Nicolas Sarkozy aurait, paraît-il, de la cellule de la santé téléphoné à Marine Le Pen, et il défend maintenant de façon tout à fait claire l'idée que pour revenir au pouvoir, la seule solution pour les Républicains est effectivement de concevoir une alliance politique avec le Rassemblement. Et donc, de ce point de vue-là, les involutions à la fois politiques, culturelles, médiatiques, éditoriales sont remarquables et annoncent des jours pour le moins singuliers en 2027 et bien sûr, évidemment, au lendemain des élections présidentielles. Et nul doute que si cela arrive au pouvoir, ce qui va être encensé et avec sans doute des conséquences qui ne seront plus seulement éditoriales et médiatiques, mais avec des conséquences très certainement du point de vue de ce qui sera dispensé dans l'enseignement primaire et secondaire,
c'est-à-dire là encore, alors la réhabilitation sous des formes sans doute plus brutales encore du roman national républicain. Et ils pourront de ce point de vue-là s'appuyer sur ce qui est en cours aux États-Unis, puisque l'administration de Donald Trump se livre là aussi à une chasse, si je puis dire, aux sorcières, aux ouvrages jugés hétérodoxes, et cherche effectivement là aussi à imposer, alors évidemment un roman états-unien spécifique, mais qui fonctionne comme une extraordinaire machine de guerre politico-idéologique et culturelle, et qui fonctionne aussi comme une extraordinaire machine de guerre qui repose entre autres sur la censure et sur la peur. Alors, oui, mais au fond, les techniques de guerre employées par Faidherbe au Sénégal sont les techniques de guerre employées antérieurement par Bugeaud en Algérie. De ce point de vue-là, pour dire en ces termes, il apparaît comme étant un héritier de celui qui a effectivement conçu la guerre de conquête, appelée à l'époque, c'est le terme officiel, guerre de pacification. Et dont il faut rappeler qu'effectivement, elle s'est traduite par des destructions spectaculaires, des massacres de civils, et notamment les sinistrements célèbres enfumades des grottes du Dara. Et rappeler, alors je ne l'avais pas signalé, mais effectivement, Bugeaud, Faidherbe sont assez rapidement, eux aussi, inclus dans le roman national républicain, et dans cette partie singulière du roman national républicain, qui est le roman impérial républicain, qui transforme ceux qui ont été des bourreaux des indigènes en héros de la France et de la République. Et rappeler, c'est quand même tout à fait singulier, que relativement à Bugeaud, Bugeaud n'a pas été simplement un bourreau des indigènes algériens. Bugeaud a été un adversaire constant de la République, qu'il a combattu par les armes. Et lorsque Bugeaud a été défait par les armes, notamment lors de la Révolution de février 1848, alors même qu'il propose à Louis-Philippe de mitrailler à tout va pour défendre les institutions et le pouvoir en place, Bugeaud continue sa bataille sur le plan, si je puis dire, politico-militaire et théorique, en publiant un ouvrage qui a été très longtemps oublié, mais qui est très important, qui s'appelle « De la guerre des rues et des maisons », et qui est au fond le premier traité de guerre contre-révolutionnaire en milieu urbain, Bugeaud cherchant à tirer les leçons stratégiques urbaines et militaires des différentes insurrections qu'il a connues, qu'il a parfois écrasées, l'objectif étant pour Bugeaud de sanctuariser la capitale et de sanctuariser un certain nombre de lieux de pouvoir en installant dans la capitale évidemment des forces armées significatives, et en précisant ceci qu'il estime qu'il faut écraser dans l'œuf toute manifestation un tant soit peu radicale et violente, afin d'éviter que ces manifestations se transforment en insurrection et que ces insurrections se transforment éventuellement en révolution. Et il est tout à fait singulier, effectivement, encore aujourd'hui, qu'il y ait dans l'espace public républicain des statues de Bugeaud et ou des rues Bugeaud, quand bien même il y a eu là un certain nombre d'évolutions plutôt positives, puisque l'avenue Bugeaud à Paris a été débaptisée, la statue de Bugeaud à Périgueux est toujours en place, mais un cartel a été mis par la mairie rappelant les exploits entre guillemets coloniaux de Bugeaud et rappelant qu'il a combattu la République, mais rappeler aussi, et de ce point de vue-là c'est stupéfiant, et ça témoigne une fois encore de l'extraordinaire réhabilitation du discours impérial républicain, qu'une statue de Bijard a été inaugurée il y a peu dans la ville de Toul, sans que cela ne provoque de mobilisation particulière des gauches politiques qui auraient dû, au contraire, se saisir justement de cet événement, pour condamner cette statue, mais également mener cette bataille politique, historique et culturelle contre les mythologies nationales et républicaines, et en défense, effectivement, d'une part, d'une décolonisation de la République, et en défense des sciences humaines en général et des sciences sociales aussi, et bien sûr en défense de l'histoire.
Pourquoi la France ne veut pas reconnaître? Alors, il faut, semble-t-il, me faire une distinction très nette, parce que ça permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la France ne veut pas reconnaître les crimes coloniaux, alors que la France, et de ce point de vue-là, je crois que c'est encore à cette heure le seul pays qui ait inscrit cela dans la loi, et rendons à Christiane Taubira ce qui lui est dû, puisque c'est effectivement grâce à la loi à la proposition de loi déposée par Christiane Taubira en 2001, que la France reconnaît pour la première fois, et je crois qu'il n'y a pas d'autres pays qui l'ont fait jusqu'à présent, l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui est maintenant effectivement annuellement célébré par les plus hautes autorités de l'État, qui rappellent effectivement ce qu'a été l'esclavage, le Code Nord de 1685, etc., etc. Et on voit bien pourquoi les autorités françaises, ou la majorité de l'époque, puis les autorités françaises, ont accepté la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, parce que cela met en cause non pas la République, mais la monarchie absolue, d'une part, et d'autre part que ça permet d'une façon certaine, d'entretenir le grand mythe national républicain, puisque l'esclavage a été aboli par 2 fois par la République. Une première fois en 1994, à ceci près que l'abolition en droit de 1994 est une abolition qui ne fait qu'établir en droit ce qui a été arraché par les esclaves eux-mêmes, qui se sont révoltés en raison des atermoiements des révolutionnaires jusqu'en 1994. Et il n'y a quand même pas besoin d'être un philosophe et un historien de haute volée pour comprendre qu'il y a une petite contradiction entre les principes de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et l'esclavage. Et que, considérant effectivement que pour des raisons qui étaient pas simplement d'ordre conjoncturel et géopolitique, que les révolutionnaires tardaient beaucoup à abolir l'esclavage, les esclaves se sont soulevés, en s'appuyant d'ailleurs sur un article, on l'oublie trop souvent, de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définit les droits naturels. Alors en général, on retient la propriété, la liberté, la sûreté. On oublie le dernier droit naturel inscrit dans cet article 2, qui est le droit de résistance à l'oppression. Et les esclaves n'ont pas eu beaucoup de mal à légitimer leur insurrection en faveur de leur liberté et en faveur de l'abolition de l'esclavage, en considérant qu'effectivement, ils usaient d'un droit naturel qui était un droit naturel d'opposition, c'est peu de le dire, à l'oppression. La seconde abolition de l'esclavage, c'est évidemment celle qui est adoptée plutôt, mais à l'initiative de Victor Schœlcher, par la grâce du décret du 27 avril 1848. On oublie trop souvent dans les manuels d'histoire de rappeler que, là aussi, exception française, la France est la seule ancienne puissance esclavagiste où l'esclavage a été aboli, puis rétabli, et rétabli, faut-il le rappeler, par Napoléon Ier, en 1802. Et là aussi, et là encore, il est tout à fait singulier que la République honore Napoléon Ier dans le mausolée dans lequel il repose encore aujourd'hui aux Invalides, et honore également Victor Schœlcher, dont les cendres ont été transférées au Panthéon. Il faudra qu'on m'explique comment il est possible d'honorer les deux en même temps. Jusqu'à présent, j'avoue que je n'ai pas trouvé de solution à cette extraordinaire gymnastique et plasticité politico-culturelle. Mais visiblement, d'autres sont plus souples que moi en la matière. Grand bien leur face. Et pourquoi pas la colonisation ? Parce que la colonisation met en cause 3 républiques, la 3e, la 4e et la 5e, met en cause la quasi-totalité des élites politiques, juridiques et universitaires de ces républiques, et met en cause, plus proche de nous, les fondateurs de la 5e République, Michel Debré d'un côté, le général de Gaulle de l'autre, et que ce passé colonial et impérial fonctionne comme un terrible révélateur au sens quasi photographique du terme, sauf que la photographie que cet acide révèle est évidemment tout à fait à l'opposé du grand roman national républicain, non seulement parce que ces photographies remettent en cause ce grand roman, ces mythologies nationales, mais remettent en cause aussi des mythologies partisanes, remettent en cause des mythologies personnelles, et parmi les mythologies partisanes, remettent en cause notamment les mythologies de la SFIO, du Parti Socialiste, comme prétendu grand parti ayant toujours milité pour la liberté, l'égalité et la fraternité,
ce qui appelle évidemment quelques tempéraments, si j'ose dire, relativement à l'action de la SFIO de la 3e jusqu'à la 5e République, et en ce qui concerne le Parti communiste, qui met à mal là aussi la mythologie élaborée par la direction du Parti communiste, selon laquelle le Parti communiste a toujours été et antifasciste et anticolonialiste. Rappelez que Maurice Thorez, à la fin des années 30, théorise relativement à l'Algérie l'idée selon laquelle le peuple algérien est un peuple en formation. Conséquence de cette proposition qui peut paraître relativement anodine, mais les conséquences sont catastrophiques. Si le peuple algérien est un peuple en formation, alors il ne peut pas dans l'immédiat revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est QFD, puisqu'il est en formation. Maurice Thorez ajoutant, reprenant une phrase soit de Lénine, soit de Staline, le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer, assurément. Conséquence pour l'Algérie, les positions de la direction du Parti communiste en ce qui concerne l'Algérie n'auront, jusqu'en 1962, n'ont pas été indépendantes de l'Algérie, mais paix en Algérie, ce qui évidemment change beaucoup de choses. C'est peu de le dire. Et rappelez que l'organe officiel du Parti communiste, l'Humanité, du 9-10 mai 1945, appelle à la sanction des prétendus insurgés du 8 mai 1945 au motif invention stalinienne obscène, au motif que ceux qui se soulèvent en Algérie sont des nostalgiques du régime de Vichy et sont une cinquième colonne qui œuvre contre la République. Ce qui évidemment n'a pas pu contribuer à faire en sorte que les relations entre la direction du Parti communiste et les mouvements nationalistes persévèrent sur des bases qui n'étaient pas particulièrement fraternelles et solidaires. Alors cela n'enlève strictement rien au fait que, assurément, il y a des militantes et des militants du Parti communiste qui ont pris fait et cause pour le FLN, mais à l'insu de la direction de leur organisation, et éventuellement ont été porteurs de valises, mais encore une fois, en agissant contre l'orientation officielle de leur direction. Et vous avez tout à fait raison, je m'apprêtais à le faire, de rappeler que la situation en France est à ce point effectivement singulière que la loi du 23 février 2005, qui est toujours en vigueur, sanctionne et établit une interprétation officielle du passé impérial français, puisque l'article 1er de cette loi est ainsi libellé, c'est là que commence la citation. La France reconnaît l'œuvre accomplie dans les départements français d'Algérie, en Tunisie et au Maroc, et poursuit le même article, je cite encore, dans les autres territoires placés sous la souveraineté française. Le terme « œuvre » là est très clair, il n'y avait pas besoin d'ajouter l'adjectif positif, c'était transparent. Et je suppose que vous serez également sensible à l'admirable formule euphémisée « les autres territoires passés sous la souveraineté française », et comme si ces territoires étaient tombés dans l'escarcelle de l'Empire français par la grâce de je ne sais quoi, bien sûr de la civilisation, alors même qu'il est évident, et on le sait, c'est établi depuis longtemps, que ces territoires ont été conquis par la grâce, si j'ose dire, du sabre et du goupillon, puisque la loi de 1905, dont célébrée à juste titre, en tout cas aujourd'hui, pour autant que l'interprétation qui en soit faite ne soit pas liberticide, n'était pas applicable dans les colonies. Et que, contrairement à ce qu'on aurait pu, hélas, penser, la loi du 23 février 2005 n'a pas été l'épilogue d'une réhabilitation du passé impérial français, mais au contraire le prologue, puisque aujourd'hui, des républicains jusqu'au Rassemblement national, jusqu'à une partie par le passé d'une certaine gauche qui se croyait telle, souscrivent de nouveau et réhabilitent encore une fois ce roman impérial républicain, à la différence d'autres États, comme la Grande-Bretagne, qui a fait droit à des demandes de réparation des victimes de la guerre des Mao-Mao menée au Kenya en 1945, laquelle Grande-Bretagne, à la suite de cette décision de justice, a érigé sur les deniers publics une stèle à la mémoire des victimes à Nairobi. Rappelez que l'Allemagne a reconnu le génocide perpétré dans ses colonies en 1904, les colonies, pardonnez-moi, parce que ça s'appelait les territoires à l'époque, les territoires du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie, que le roi des Belges en déplacement dans la République démocratique du Congo, alors dans cette appellation, la seule chose qui soit vraie, c'est Congo,
Le roi des Belges, en déplacement en RDC, a effectivement reconnu ce qui avait été perpétré par la puissance coloniale et rappelé que le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont également reconnu les torts infligés aux populations autochtones et, dans certains cas, accordé des réparations financières pour des montants parfois très significatifs, et pour le Canada, ça s'élève à plusieurs millions de dollars. Là où la France, effectivement, en général et relativement à l'Algérie, n'a jamais reconnu de façon claire, précise et circonstanciée ni les crimes coloniaux commis lors de la conquête, ni les massacres du 8 mai 1945, ni ceux du 17 octobre 1961. Et qu'effectivement, au regard de l'évolution de la situation politique, éditoriale et médiatique, je pense que ça ne sera pas la priorité des nouvelles autorités politiques au soir de l'élection présidentielle du second tour de 2027. En ce qui me concerne, j'essaie d'une façon générale de n'être ni optimiste ni pessimiste, mais d'être réaliste. Mais je laisse chacun opter pour l'une ou l'autre des deux alternatives, des 7 alternatives. Alors, vous avez raison tout à fait de souligner que... alors, en fait, c'est bien antérieur à 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, moi, je publiais « Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial » chez Fayard, mais c'était un Fayard qui n'avait évidemment rien à voir avec le Fayard d'aujourd'hui. Et je précise que lorsque Lise Beul a été... c'était même avant sa nomination, mais le bruit courait qu'elle allait être nommée, c'est-à-dire la femme Lige de Bolloré, celle qui a transformé Fayard, qui était une très prestigieuse maison d'édition littéraire, qui a publié entre autres Solzhenitsyn, mais pas lui seul, une très prestigieuse maison d'édition de sciences humaines et de sciences sociales. J'ai envoyé une lettre à la direction de Fayard en demandant à récupérer mes droits, parce que je ne souhaitais évidemment pas de me trouver sur les mêmes rayonnages que ceux qui s'annonçaient, et moins encore aujourd'hui, puisque la preuve est faite qu'effectivement, c'est désormais une officine totalement valorisée. Et le problème, c'est qu'à la différence de la presse, il n'y a pas dans les maisons d'édition de clause de conscience, et donc je ne peux pas demander la restitution de mes droits tant que Fayard publie mes livres. Alors ce qui m'étonne, c'est que continue d'être disponible, colonisé, exterminé. J'ose espérer qu'un jour ils vont se rendre compte qu'il y a une petite contradiction éditoriale et politico-culturelle entre continuer à fournir coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial et publier ce trio d'intellectuels fameux qui rayonnent non pas seulement dans l'Hexagone, mais j'espère dans le monde entier, qui sont évidemment Bardella, Zemmour, bien sûr Nicolas Sarkozy et Philippe de Villiers, puisqu'il a commis lui aussi un ouvrage. Parenthèse fermée. Alors, vous avez raison sur un point, c'est qu'au fond, la bataille pour la connaissance qui a commencé avant les années 2000, bien avant les années 2000, en matière de textes, thèses, ouvrages, articles, revues produits sur la colonisation et sur l'esclavage, on pourrait remplir cette salle, en effet, d'ouvrages français et étrangers élaborés par des historiens, des juristes, des politistes, des psychanalystes et des sociologues. Alors, quand je dis la bataille pour la connaissance a été gagnée, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher, bien le contraire. Et il faut continuer à le faire, et pour chercher et bien chercher, il faut là adjoindre à cette exigence une exigence qui est une exigence politico-juridique et démocratique, c'est-à-dire évidemment l'accès aux archives. Mais force est de constater que le nous étant un nous collectif, nous, vous l'avez d'ailleurs tout à fait bien dit aussi, nous sommes minoritaires, et non seulement nous sommes minoritaires, mais je crains, et c'est pas que je crains, c'est que nous en avons fait l'expérience, moi et d'autres qui travaillons sur les questions coloniales et les questions de racisme, nous sommes, pour le dire en ces termes, victimes de ce que j'appelle une censure démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'interdire des ouvrages, c'est même une façon d'intervenir très grossière et coûteuse pour le censeur. Coûteuse pour le censeur parce que le censeur peut se trouver confronté justement à une bataille démocratique qui va s'appuyer sur des principes fondamentaux et placer éventuellement le censeur dans une situation politique éventuellement un peu désagréable pour lui. Or, il est beaucoup plus efficace de recourir à ce que j'appelle une censure démocratique, c'est-à-dire
de ne pas parler de ce type d'ouvrage, de les silencier, comme on dit aujourd'hui. Et dès lors que ce type d'ouvrage est condamné à une quasi-invisibilité dans les librairies, sauf les librairies dites militantes, ce sont des ouvrages qui, de fait, ont un impact universitaire relativement faible, un impact dans le secondaire relativement faible, et un impact politique et médiatique qui est quasi nul. Et donc, oui, beaucoup de choses sont écrites, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été exigées, mais nos ennemis et nos adversaires, hélas, n'ont cessé de remporter des victoires politiques, électorales, médiatiques et culturelles. Alors, j'espère que ce qui va se passer en 2027 affirmera ce que j'ai dit et vous donnera raison. Mais pour le moment, j'ai la faiblesse de croire, hélas, que je ne vois pas très bien comment nous échapperions au pire en 2027 au regard de la configuration politique actuelle, et qui n'est pas simplement, c'est ça le problème, une configuration politique nationale, qui est une configuration politique européenne et qui est une configuration politique internationale. Et je veux dire par là que Donald Trump nous rend un terrible service, si j'ose dire, c'est qu'il contribue très puissamment à banaliser complètement des positions extrêmes qui, comparativement aux positions défendues par Donald Trump, vont apparaître quasiment comme des positions raisonnables, et je pense en particulier aux positions qui sont les siennes en matière d'émigration, où il se propose ni plus ni moins que de déporter des centaines de milliers d'émigrés aux États-Unis, y compris des émigrés en situation irrégulière, y compris des émigrés venant d'Haïti, quand on connaît la situation en Haïti. Et ce qui a pour effet de rendre complètement banal des positions en matière d'asile et migration qui, il y a quelques années encore, passaient coup radical. Et alors là aussi, l'Union européenne vient d'acter une politique migratoire et en matière d'asile qui, sur le fond, est une politique publique assumée par l'Union européenne qui est alignée sur les pays les plus réactionnaires de l'UE. Et Ursula von der Leyen est totalement alignée sur les positions défendues, entre autres par Giorgia Meloni en Italie. Et ce n'est pas simplement la position de Ursula von der Leyen en tant que personne, c'est désormais la position de Ursula von der Leyen en tant que présidente de l'Union européenne, qui vient d'acter ceci. Le renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières, la possibilité d'expulser, non pas dans leur pays d'origine, mais dans des pays dits sûrs, alors même qu'ils n'en sont pas originaires, des débutés de droit d'asile au motif qu'ils sont passés par ces pays pour arriver en Europe. L'extrême droite et les droites radicalisées en rêvaient. Aujourd'hui, c'est la position officielle de l'UE, avec évidemment le soutien de la France. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas analyser la situation française simplement au regard de ce qui se passe dans l'Hexagone, et que pour mesurer l'involution de la situation politique sur tout ce qui a été dit antérieurement, y compris sur le plan des droits et libertés démocratiques, il est indispensable de de prendre en compte ce qui se passe à l'étranger, au sein de l'UE d'une part et aux États-Unis d'autre part, parce que, encore une fois, ce sont autant d'exemples qui contribuent en effet à l'extraordinaire banalisation des thèses les plus des extrêmes droites et des droites de gouvernement radicalisées, ces mêmes droites de gouvernement qui se préoccupent beaucoup de la radicalisation de certains, mais qui sont évidemment aveugles sur leur propre radicalisation et extrême droitisation. Je vais partir de la dernière phrase que vous avez dite. Ça va trop vite, oui. Je pense que non seulement la situation se dégrade, les involutions sont spectaculaires, mais qu'en plus ça, elles s'accélèrent. Juste un exemple, parce que là aussi, l'exemple me paraît très intéressant, parce que l'auteur en question est extrêmement libéral sur le plan économique et social. Il s'agit de François Sureau, académicien, ancien avocat au Conseil d'État, soutien de François Fillon lors des élections présidentielles. Visiteur du soir de celui qui se faisait encore appeler Jupiter, maître des horloges, et le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est tombé d'Olympe et qu'en matière d'horloge, il ne maîtrise plus grand-chose. Mais passons. Donc, visiteur du soir d'Emmanuel Macron.
Donc très libéral sur le plan économique et social, et évidemment, le nous étant un nous collectif, nous ne partageons aucune de ses positions sur le plan économique et social, parce que globalement, il est pour effectivement un libéralisme outrancier, débouchant sur la destruction de l'État-providence, des services publics, etc., etc. Mais ce même François Sureau, très libéral au plan économique et social, est également très libéral du point de vue des droits et libertés démocratiques. Et ce qui l'a conduit à écrire un petit opuscule, mais qui est petit par le nombre de pages, mais extrêmement précieux au regard de l'analyse à la fois politique, historique et philosophique qu'il mène, opuscule qui s'appelle, de ce point de vue-là, le titre est lumineux et sinistre, qui s'appelle « Sans la liberté », et dans laquelle François Sureau se livre à l'analyse de la dégradation des droits et libertés publiques, individuelles et collectives en France depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, en constatant en effet que la situation, de ce point de vue-là, est extrêmement inquiétante. Et il commence par, et je dois dire, j'ai été très surpris parce que s'il m'avait proposé de signer à la fois l'opuscule et les premières pages, je l'aurais fait immédiatement. Et il choisit à dessein cet exemple parce qu'il est à la fois l'expression de cette dégradation et le bras, c'est le cas de le dire, armé de cette dégradation des droits et libertés démocratiques. Et il commence par la description d'un policier ou gendarme français dont il rappelle, et il n'y a pas d'équivalent au sein des États membres de l'Union européenne, que ces policiers et ces gendarmes français peuvent procéder à des contrôles d'identité avec des armes de guerre sous la forme de fusils d'assaut. Que ces mêmes policiers et gendarmes peuvent encadrer des manifestations parfaitement pacifiques avec ces mêmes fusils d'assaut, et parfois en faire usage, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des conducteurs qui refusent d'obtempérer et où ils ont là, au regard des possibilités qui leur ont été offertes là par un ministre socialiste de l'Intérieur, la possibilité d'ouvrir le feu. Et François Sureau n'a pas beaucoup de mal à montrer que ça, c'est effectivement sans équivalent au sein des États membres de l'Union européenne. Mais ce qu'il dénonce au-delà de cela, c'est évidemment aussi l'extraordinaire brutalité du maintien d'ordre à la française, et les images qui ont été maintenant rendues publiques, images, propos, comportements, au vu et au su de la hiérarchie policière et gendarmesque de Sainte-Soline, témoignent effectivement de l'extraordinaire brutalisation du maintien de l'ordre à la française comparativement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Alors, oui, je souscris en partie à ce que vous dites sur le service public, mais soyons néanmoins aussi attentifs à ceci que sans doute devons-nous être très critiques sur certains propos tenus dans et par des radios du service public, mais faisons néanmoins attention à ceci que, de Rachida Dati à Marine Le Pen, le consensus est maintenant total. Si ces gens-là arrivent au pouvoir, Radio France, le service public, sera détruit. Et ce qui sera détruit avec, c'est évidemment encore aujourd'hui, nonobstant toutes les critiques qu'on peut faire à ce service public, toute une série d'émissions qui font droit à ce type d'ouvrage et qui permettent encore à des historiens, à des intellectuels, à des sociologues, à des philosophes de pouvoir s'exprimer, longuement, en étant écoutés, là où effectivement la télévision, globalement, où l'objectif n'est plus d'organiser des débats, mais de la mise en scène de polémiques. Alors, sur le fond, alors autant je peux éventuellement souscrire à la thèse de fascisation, autant je ne souscris pas à la thèse selon laquelle nous serions à l'orée de l'avènement de régimes fascistes. Parce que je crois qu'il faut prendre l'expression de fascisation au sens propre du terme. C'est un processus de dégradation des libertés publiques, c'est un processus de stigmatisation des musulmans, bien sûr, c'est un processus de stigmatisation des étrangers, c'est un processus de renforcement toujours plus important des droits, des atteintes portées à ces droits des étrangers, et c'est un processus de dégradation toujours plus important des droits et libertés démocratiques. Mais, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 3 ou 5 ans, mais jusqu'à présent, y compris
dans des pays de l'Union européenne, où des dirigeants, et je pense évidemment à l'Italie, néofascistes, ont pris le pouvoir, ces gens-là, aujourd'hui, n'ont pas besoin de détruire les institutions républicaines, de détruire les droits et libertés démocratiques pour arriver à leur fin. Entre autres parce que l'UE, sur un certain nombre de points, s'est rangé aux politiques publiques de ces États, et que ni en Italie, ni en Hongrie, ni en République tchèque, celles et ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont détruit les institutions démocratiques. Quant au Danemark, qui est aujourd'hui un modèle pour les politiques publiques de l'UE et la France, dans le cadre d'une coalition qui unit sociodémocrates et jusqu'à certains partis d'extrême droite. Et pourquoi le Danemark est devenu un modèle? Parce qu'on doit, entre autres, aux sociodémocrates danois, alliés avec ceux que je viens de citer, ce qui maintenant est devenu l'espèce de doxa répétée maintenant par les think tanks français et assumé par une partie de la droite et des Républicains et de Gabriel Attal qui se croit follement républicain, la thèse pouvant être formulée de la façon suivante, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'exprime, pour sauver l'État-providence, il faut réduire drastiquement l'immigration. Et ce programme, qui est en partie réalisé au Danemark, permet effectivement d'unir des forces dites progressistes et des forces d'extrême droite, en défendant une forme d'État-providence et en se prétendant les défenseurs, évidemment, du peuple danois contre le grand remplacement. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, et à la différence de ce qui s'est passé dans les années 30, celles et ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui n'ont pas besoin de détruire les institutions démocratiques et de s'en prendre de façon très brutale aux droits et libertés démocratiques, au multipartisme, au multisyndicalisme et aux droits d'association. Et de ce point de vue-là, les différences avec ce qui s'est passé après l'arrivée de Mussolini au pouvoir est radicale. En 6 mois, la République qui d'ailleurs n'était pas à proprement telle, mais en 6 mois, les institutions démocratiques italiennes sont détruites. Parti unique, destruction du plurisyndicalisme, destruction de la liberté de la presse, et exécution sommaire et torture des opposants. Que je sache, la situation en Italie n'est pas celle-là. Et je pense que si celle à laquelle nous pensons, ou celui auquel nous pensons éventuellement, si celle-là devait être empêchée pour les raisons juridiques et judiciaires que l'on sait, arrive au pouvoir, je pense qu'il n'aura pas besoin de détruire les institutions de la Ve République au regard des pouvoirs que lui conférera les institutions de la Ve République et les pouvoirs présidentiels qui seront les siens, surtout s'il a une majorité de son camp à l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin de détruire les institutions démocratiques pour appliquer la quasi-totalité de son programme. Donc, fascisation, oui, extrême droitisation, oui, mais encore une fois, en retenant ceci, que c'est un processus qui, de mon point de vue, n'est pas encore arrivé au bout. Alors, je ne dis pas qu'il n'arrivera pas éventuellement au bout, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, et il n'y a pas d'exemple au sein de l'UE de basculement complet des régimes politiques. Alors, en ce qui concerne les droites et les extrêmes droites, se nourrissent. Alors, au départ, ces thèses étaient minoritaires. De même, faut-il le rappeler, la pseudo-théorie du grand remplacement qui a été forgée par un écrivain français qui s'appelle Renaud Camus. Et quand Renaud Camus forge la thèse du grand remplacement, globalement, à part quelques figures de l'extrême droite, personne ou à peu près ne retient et ne fait attention et ne prend garde et surtout ne reprend à son compte la thèse de grand remplacement. Là aussi, symptôme catastrophique de cette terrible involution à la fois politique et médiatique. Aujourd'hui, la thèse de grand remplacement est parfaitement assumée des républicains jusqu'aux extrêmes droites. Et cette thèse de grand remplacement, parfaitement assumée aux États-Unis, et c'est ce qui dirige et détermine en partie le cours politique et juridique et idéologique de Donald Trump, jusqu'à la déclaration, jusqu'au document officiel qui vient d'être rendu par l'administration américaine sur l'Europe,
où globalement l'administration américaine reprend à son compte, 1, les thèses du grand remplacement, 2, les thèses du déclin prétendument historique et civilisationnel de l'Europe, qui, si elle ne détruit pas, que si les États membres de l'Union européenne ne remettent pas en cause l'UE en tant qu'institution et ne détruisent pas le cadre politico-juridique de l'Union européenne, seront voués, dit le même document, à une quasi-disparition civilisationnelle. Et donc cette thèse du déclinisme, qui se soutient et qui se nourrit du grand remplacement, est maintenant effectivement soutenue par toutes les droites radicalisées et les extrêmes droites, et permet de, 1, légitime bien sûr les attaques contre la remise en cause des droits et libertés démocratiques des exilés, quels qu'ils soient, légitime bien sûr les attaques et la remise en cause des droits et libertés démocratiques, non pas seulement contre les exilés, mais contre leurs nationaux, et en France, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, contribue et a contribué, et contribue encore, les thèses défendues là en témoignent, à la construction d'un ennemi intérieur, et cet ennemi intérieur, ce sont à la fois, 1, les musulmans, réels ou supposés tels, 2, ce sont les habitants racisés des quartiers populaires. D'où des propositions qui sont hallucinantes et qui témoignent d'une interprétation parfaitement liberticide de la loi de 1905, l'interdiction du port des signes religieux dans l'espace public pour les mineurs de moins de 16 ans, et l'interdiction du ramadan. Ce qui, sous couvert de défense de la laïcité, est une remise en cause radicale d'un droit fondamental qui est la liberté religieuse. Et d'ailleurs, j'ai vu que le programme sur la laïcité qui est là, les personnes qui vont intervenir sont des interprètes de la loi de 1905 qui sont pour le moins singuliers. Et rappelez que quand la loi de 1905 est débattue à la Chambre des députés, il y a effectivement un courant très radical et très anticlérical emmené par certains qui estiment que la neutralité vestimentaire doit s'imposer à tous les citoyens dans tous les espaces publics, et ceux qui défendent la loi de 1905 sont contre cette position parce qu'ils disent la loi de 1905 n'est pas une loi qui vise à proscrire la liberté religieuse qu'ils pensent comme une liberté fondamentale. La loi de 1905 a pour objectif évidemment la séparation des églises et de l'État, la neutralité de l'État, la neutralité de ses fonctionnaires, la neutralité des bâtiments publics, mais là s'arrête la neutralité. Et la neutralité doit s'arrêter là parce que c'est là que commence et que doit commencer effectivement la liberté pour celles et ceux qui vivent sur le territoire français, qu'ils soient citoyens ou pas, d'exprimer parfaitement librement leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses. Et la liberté d'expression des opinions politiques, philosophiques et religieuses passe évidemment par la possibilité dans l'espace public, quand on est une personne privée, de porter tout signe politique, philosophique ou religieux que l'on veut. Cela est évidemment un droit fondamental que ne cesse de remettre en cause et les droites radicalisées et les extrêmes droites. Et je ne doute pas qu'à l'approche de Noël, les mêmes qui défendent la prétendue loi de 1905 vont, comme ils le font par le passé, installer des crèches dans les mairies qu'ils dirigent, en considérant que cela participe de cette grande bataille menée par Bolloré et par beaucoup d'autres, de la réhabilitation du prétendu mythe judéo-chrétien, constitutif de l'Europe en général et de la magnifique France hexagonale en particulier. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là.